Au sommaire de cette édition, le samedi 16 avril dernier, le département des ministères de la femme adventiste s'est réuni autour du thème « Femmes, un agent de changement dans la société ». Au Gabon, le ministère international d'évangélisation La Fontaine de Libreville a organisé un culte spécial de louange et d'adoration. Ailleurs dans le monde, face au laisser-aller, les décharges débordent en Tunisie. Kenya, des colliers GPS pour suivre les éléphants. Contre l'obésité en Afrique du Sud, les boissons sucrées taxées. Économie, le FMI demande aux États de mener des politiques pro-croissance. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre ce bulletin d'information débutant en religion. Le samedi 16 avril dernier, à l'église adventiste de Bethel, le département des ministères de la femme adventiste s'est réuni autour du thème « Femmes, un agent de changement dans la société ». Plusieurs femmes ont effectué le déplacement pour cette rencontre. Femmes, un agent de changement dans la société. C'était le thème qui réunit plusieurs femmes lors du concile du département des ministères de la femme adventiste qui s'est tenu sur 3 jours ce samedi 16 avril. C'était en présence des autorités telles que la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant et du pasteur Eliouek. Pour cette rencontre qui réunit plusieurs femmes, Madame Dan Small, la directrice de la conférence générale des églises adventistes du monde, a honoré sa présence en tant qu'oratrice. La servante de Dieu a donné les principes à suivre pour être un agent de changement. Ce n'est pas facile de vivre une vie d'abandon à Dieu tout le temps. But that's what God wants from us. Mais c'est ce que Dieu nous demande. That in everything we do, dans toutes choses que nous faisons, we say, Lord, is this what you want? Nous demandons au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux? In order to change my world, afin de changer mon monde, I need to change me first. J'ai besoin de me changer moi-même d'abord. Un moment dans l'adoration avec la chorale et par la suite, elles ont remis un présent à la représentante du ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Madame, au nom de toutes les femmes de 22 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et au nom de toutes les femmes adventistes ivoiriennes, nous présentons ce petit cadeau à Madame la ministre. Et il faut lui dire que nous l'aimons beaucoup et notre département va toujours collaborer avec elle pour ouvrir pour les femmes. Que Dieu vous bénisse. Alors, la cérémonie d'aujourd'hui concerne le début d'un concile et ce concile se tient tous les 5 ans. Nous avons aujourd'hui la visite de la responsable de toutes les femmes adventistes dans le monde entier. Elle est américaine et donc c'est elle que Dieu a choisi pour donner le message d'aujourd'hui. I believe all women can be. Je crois que toute femme, toute personne peut être un agent de changement dans sa société. Et pour le faire, la première chose, c'est de s'abandonner à l'Éternel. Nous devons nous abandonner entre ses mains parce qu'il est notre roi. Donc, dans toutes nos décisions, nous devons rechercher son aide. La division de l'Ouest et du Centre compose 22 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et nous avons nos femmes dans tous ces pays. L'objectif de notre concile, pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que c'est le moment de se rassembler dans une réunion dans laquelle les décisions concernant les femmes dans l'église adventiste du 7e jour seront prises et en même temps ces femmes-là, nous allons les former afin d'aller dans la communauté, dans la société pour atteindre les autres femmes. Au Gabon, le ministère international d'évangélisation La Fontaine de Libreville a organisé un culte spécial de louange et d'adoration. Plusieurs fidèles sont venus recevoir leur part de bénédiction. Nombreux étaient-ils encore ce dimanche les fidèles du ministère international d'évangélisation La Fontaine du côté de Libreville au Gabon pour être une fois de plus impactés. Les débuts de ces moments ont été conduits par la chorale de la dite assemblée. Puis,
C'est dans le livre de Marc 6, 55-56 que, poussée par le Saint-Esprit, la prophétesse Marguerite Collot a édifié les chrétiens sur la puissance de la vertu qui a été le thème de ce merveilleux culte. Quand une puissance de la vertu est quelque part, tous les cœurs brisés sont guéris. Quel que soit l'endroit où tu as été enterré, tu es délivré à cause de la puissance de la vertu. Alléluia. Quand Jésus enseignait cette parole, c'était la puissance qui se manifestait par des guérisons. Ce matin, la puissance de notre Seigneur Jésus, la puissance de la vertu du Saint-Esprit va te soigner ce matin, va te guérir ce matin, va te délivrer ce matin. Puis des délivrances se manifestèrent lors de l'exercice du ministère par la servante de Dieu. C'est une figure incontournable du Pays basque. Michael Elpezar, fils de réfugiés espagnols, est prêtre à Sokoa et surtout aumônier des pêcheurs. Mais c'est aussi par son engagement dans des combats sociaux, économiques et environnementaux pour servir son prochain qu'il est reconnu par les croyants comme par les athées. Reportage. Une carrure reconnaissable entre mille au port de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. Ces quais, Michael Elpezar les arpente depuis sa jeunesse. Depuis 35 ans, il est prêtre et aumônier des pêcheurs basques. Presque tous les bateaux ici ont été baptisés de ses mains. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend au séminaire sur la théologie, sur beaucoup de choses qui sont très intéressantes, sur l'écriture sainte. Mais l'essentiel, c'est pas là qu'on l'apprend. L'essentiel, c'est dans la vie. Et précisément ce que, au large, j'ai appris, c'est les qualités humaines fantastiques qu'il y a dans le cœur des marins. Pour connaître le quotidien rude des pêcheurs, Michael a passé plusieurs années à bord de Tony au large. Il est devenu au fil des années leur confident, même pour les non-croyants. Pour nous, c'est un copain, quoi. C'est un marin, il apporte une autre vue aussi de la mer, un peu plus d'entente aussi, et voilà, un regard différent, quoi. Et bon, beaucoup de monde est à l'écoute de lui. Ce fils de réfugié espagnol basque est homme de combat. Sa plus grande lutte, redonner espoir aux veuves de la mer en leur donnant la parole dans l'association Huayna, la vague en français, qui dénonce notamment les conditions de sécurité déplorables en mer sur certains bateaux. Rosette et Irène, ramandeuses sur le port, ne manquent jamais un rendez-vous. Et il est comme l'abbé Pierre. Il reçoit tout le monde à la maison, toujours la maison est ouverte. D'ailleurs, je crois qu'il ne ferme jamais la porte. Alors. Dans sa maison, un bric-à-brac témoigne de ses 1000 vies, une revue pour les jeunes marins basques qu'il édite, des livres jeunesse pour défendre l'environnement, l'autre de ses combats. Il a fondé l'association Mains Propres qui équipe depuis 1994 les bateaux de sacs plastiques pour réduire les déchets en mer. Son sacerdoce, il le vit les pieds dans l'eau. Ce que je n'accepte pas, c'est soi-disant d'utiliser la morale chrétienne et l'évangile pour se couper du monde, se mettre au-dessus et donner des leçons. Ça, non. À 2 pas de sa maison, dans la chapelle Saint-François-Xavier de Sokoa, où il officie, la mer est omniprésente. Chacun vient ici trouver un peu d'espoir. Ma philosophie de vie, c'est donne de toi-même, aide les autres à se relever et la vie te sourira. À 70 ans, Michael Elpezar ne regrette rien et n'est pas encore décidé à raccrocher son aube. En société, comment construire une vie de famille solide et heureuse? Tel était le thème de la conférence atelier animée le vendredi 15 avril par le directeur général des assurances ACODA, M. Anderson Couillot. Il a enseigné son auditoire sur les paliers d'un couple heureux, suivant ce compte rendu de Jean Jaurès Tabi et Armel Atsia. L'assureur ou courtier en assurance ne doit pas être un simple vendeur de contrats d'assurance. Il doit aussi et surtout mettre en avant le bien-être de ses assurés. C'est dans cette optique que s'inscrit la série de conférences ateliers initiée par la société ACODA, dirigée par M. Anderson Couillot. Pour cette rencontre du vendredi 15 avril 2016 à la résidence Oinéné d'Abidjan, l'auditoire était composé des femmes membres du RAFA, le réseau des associations des femmes actives d'Afrique. Devant ses mères de famille et épouses, le conférencier a développé un thème important pour l'équilibre familial, à savoir
comment construire une vie de famille solide et heureuse. Le directeur général de ACODA a insisté sur les piliers d'un mariage heureux. Pour réussir votre vie de famille, vous devez respecter votre mari et l'aimer. C'est pareil, il y a des hommes ici. Donc le respect et l'amour sont essentiels pour réussir le mariage. Il continue que tu as du poids. Il n'est pas facile de soulever même un sac de ciment, il est lourd. Vous voyez, non? Donc votre mari n'a pas de comme une feuille de papier devant vous, vous soulevez avec le bout de l'ongle et tout, le jeter. Non, vous êtes lourd. Donc s'il est lourd devant vous, vous l'estimez et on ne le banalise pas. C'est pareil pour les hommes aussi. Hein? Alors quand on honore quelqu'un, on crée la personne. C'est-à-dire qu'elle ici, laquelle consiste à identifier et à considérer calmement tout ce qui risque de blesser la personne. Donc quand on craint quelqu'un, on a peur de le blesser. On ne le parle pas vaguement. Ouais, non, on ne dit pas, voilà, on ne parle pas comme on veut. On fait très attention parce qu'on ne veut pas le blesser. La personne, on met l'œuf dans notre main. Quand on a l'œuf à main, on ne l'appuie pas, il se casse. Est-ce que vous voyez? Donc vous devez attraper votre mari comme un œuf et les hommes là, vous devez attraper votre femme comme un œuf. Pour M. Anderson Kuyo, il existe bien une forte relation entre assurance et bien-être familial. C'est une priorité. Quand tu respectes une personne et que tu l'aimes, tu ne le mets pas en difficulté, tu prends des dispositions pour rendre cette personne heureuse. Vous voyez, donc c'est important de prévoir une source de revenus au cas où on deviendrait invalide, au cas où la personne ne serait plus vivante. Elle serait plus vivante, il faut bien que la famille continue. La vie s'arrête pour le mort, mais la vie continue pour les vivants. Il faut donc permettre aux vivants de continuer de vivre en leur procurant les revenus nécessaires. Les femmes du Rafa, des commerçantes ou femmes au foyer pour la plupart, ont ainsi pris connaissance des types d'assurances qui conviennent pour sécuriser la famille. Elles sont reparties plutôt satisfaites. Entamons l'actualité africaine en Tunisie. Sacs en plastique qui bourgeonnent dans les arbres, bouteilles vides qui bouchent les égouts et décharges qui débordent. Face à la dégradation de l'environnement en Tunisie, les autorités affirment vouloir agir, mais sans convaincre. Dans la banlieue nord de Tunis, l'association Tunisie Recyclage. Chaque mois, elle recycle près de 5 tonnes de déchets ménagers. Depuis quelques années, les déchets s'empilent en Tunisie. L'État a durci ses lois pour gérer les déchets, mais les écologistes restent sceptiques. Concernant les nouvelles mesures, sur les amendes pour les jets de déchets et tout ça, moi je crois qu'il y en a un problème. Comment on va appliquer ça? Est-ce que vraiment on a fourni les moyens nécessaires pour la bonne application de cette loi-là? Est-ce qu'on est dans la sorte qu'il n'y aura pas de corruption lors de l'application de ces lois-là? Ça reste encore flou. Sur les arbres de Tunis, les sacs plastiques fleurissent et les détritus remplissent les sols. Depuis la révolution de 2011, la Tunisie n'a pas de municipalité élue. Et les délégations spéciales peinent à mettre en place une politique de gestion des déchets efficace face aux incivilités de la population. Les ordures ménagères qu'on voit partout en Tunisie, c'est dû à un manque de sensibilisation, un vide dans l'administration des municipalités, un entêtement des techniciens qui font ce ramassage et un ramassage qui fait partiellement, pas totalement. Chaque année, la Tunisie produit près de 2,3 millions de tonnes de déchets ménagers. 80% sont traités par enfouissement et le reste finit dans des décharges improvisées. Les autorités reconnaissent qu'il y a une défaillance dans leur traitement. Tout le monde sont convaincus qu'il faut quand même changer un peu le mode et l'esprit de la gestion des déchets d'une façon générale. Il faut aller vers la gestion intégrée des déchets. Aujourd'hui, c'est une obligation. La gestion des déchets doit être faite intégralement de la collecte jusqu'à la fin du traitement. Aujourd'hui, les impacts négatifs sur l'environnement se font déjà ressentir et le gouvernement veut y répondre. Un peu plus de 70 millions d'euros vont être investis jusqu'en 2020. Le ministre des Finances sud-africain compte instaurer une taxe sur les boissons sucrées d'ici avril 2017. L'idée inquiète l'industrie alimentaire, mais ses partisans y voient un moyen d'enrayer l'épidémie d'obésité en Afrique du Sud. Les accros au soda ont intérêt à faire des économies.
Un nouvel impôt devrait faire augmenter le prix des boissons sucrées l'année prochaine en Afrique du Sud. La taxe n'est pas encore définie, mais le chiffre de 20% a été avancé. Pas de quoi réjouir Thomas Sitolé. Ce gardien assure qu'il a besoin des boissons dites énergétiques pour rester concentré lors de ses longues veillées. Ça veut dire que je vais devoir me limiter. Et ça va avoir des conséquences sur mes chances de trouver du travail. Les chefs me connaissent, je suis actif, mais ils trouveront que je suis de moins en moins alerte. Ce n'est pas bien. Une opinion partagée par beaucoup de consommateurs qui doutent des potentiels effets bénéfiques d'une telle taxe. Je ne crois pas que les gens vont moins en boire, parce que quand quelqu'un aime vraiment un produit, il en achète quoi qu'il arrive. Donc ce n'est pas une bonne idée d'augmenter les prix à mon avis. D'après l'Organisation mondiale de la santé, un Sud-Africain sur 4 est obèse. Certains scientifiques voient ce nouvel impôt comme un pas dans le bon sens. Je crois que les gens doivent se rendre compte que plus de personnes meurent de l'obésité que de toute autre maladie dans le monde. Vous en mourrez prématurément, c'est aussi simple que ça. La taxe sur le sucre doit entrer en vigueur en avril 2017. Mais l'industrie des boissons tente de contre-attaquer d'ici là avec des arguments économiques. Il y aura forcément des pertes d'emplois et notamment les petites entreprises vont être très touchées. Vous imaginez bien que dans les townships, les petits magasins comptent sur les boissons pour assurer leurs revenus. Cette taxe va leur faire beaucoup de mal. D'autres pays ont recours à des législations similaires. Le Mexique a mis en place son impôt sur les boissons sucrées en 2014 et d'après une étude, leur consommation a baissé de 6% dans l'année. Le nouveau train à grande vitesse qui doit relier Nairobi à Mombasa inquiète les défenseurs de l'environnement. Ils craignent que cette nouvelle infrastructure n'affecte les déplacements des éléphants du parc national de Tsavo dans le sud-est du Kenya. Une dizaine de pachydèmes ont été équipés de colliers GPS pour suivre leur mouvement. Équiper 10 éléphants de colliers GPS, c'est la mission du jour. Les vétérinaires préparent les anesthésiants, l'équipe aérienne est prête à décoller. Une quinzaine de personnes des autorités de la faune kenyane et de l'association Save the Elephants travaillent ensemble. Pour endormir l'animal, le vétérinaire l'isole de la horde depuis l'hélicoptère et réalise le tir. Après une dizaine de minutes, l'animal est endormi. L'équipe au sol peut effectuer son travail. Ils ont 20 minutes pour tout faire. Nous prenons des échantillons de sang pour surveiller par exemple des maladies. Aussi, nous prenons des échantillons de tissus pour l'analyse génétique. Nous prenons aussi des choses comme des échantillons de sel pour les parasites gastro-intestinaux. Nous faisons donc un certain nombre de choses. Nous faisons des mesures morphométriques. Nous mesurons les parties du corps pour voir la croissance des éléphants et pour aussi pouvoir comparer avec d'autres zones qui ont un habitat similaire. Quand les éléphants sont endormis, c'est l'occasion pour les vétérinaires de prélever un certain nombre de données. Aujourd'hui, il s'agit surtout de mieux comprendre les déplacements des éléphants. Plus de 12 000 pachydermes vivent dans le parc de Tsavo. Ils sont menacés au quotidien par le braconnage, mais aussi depuis peu par la construction de nouvelles infrastructures ferroviaires. L'objectif principal de cet exercice est d'essayer de comprendre comment les infrastructures et plus encore comment le train à grande vitesse affectent les déplacements des éléphants. Et nous utilisons les éléphants parce que c'est une espèce clé. Ensuite, cela va donner une indication sur la façon dont la distribution de la faune est affectée en général. La ligne de chemin de fer reliera Nairobi à Mombasa. Plus de 600 km de rails, dont 133 traverseront le parc du Tsavo et le couperont en deux. Pour protéger les animaux, la construction a été surélevée et des couloirs de migration ont été créés. Nous avons réussi à obtenir quelques passages d'éléphants, donc des passages sous le train que les éléphants peuvent utiliser. C'est une excellente nouvelle. Cela évitera de couper la route des animaux. Malheureusement, la prochaine étape de ce développement d'infrastructures est une autoroute à 6 voies. D'ici 2050, la population humaine mondiale avoisinera les 10 milliards contre 7,3 milliards en 2015. Difficile dans ces conditions de freiner des projets d'infrastructures comme celui-ci. Les défenseurs de l'environnement auront donc beaucoup à faire pour donner une chance de survie aux éléphants.
La justice sud-africaine a décidé de reporter du 13 au 17 juin la procédure visant à définir la peine du champion paralympique Oscar Pistorius, reconnu coupable en appel du meurtre de sa compagne en 2013. Vidéographie. La Cour suprême d'appel sud-africaine a déclaré le 3 décembre 2015 l'ancien champion paralympique Oscar Pistorius coupable de meurtre. Il avait été initialement condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire pour avoir tué sa compagne Riva Steenkamp en 2013. Pistorius doit encore être fixé sur sa nouvelle peine. En attendant, il a été libéré sous caution, sous strictes conditions. Le 14 février 2013, tôt le matin, il dit avoir entendu un bruit suspect dans les toilettes. Il prend le pistolet qui se trouve sous son lit avant de se diriger dans l'obscurité vers la salle de bain. Pensant sa petite amie au lit, croyant avoir affaire à un cambrioleur, il tire à hauteur d'homme à travers la porte des toilettes, fermée. Le champion paralympique sud-africain affirme avoir marché sans ses prothèses. Il raconte ensuite avoir fait plusieurs allers-retours. Ne trouvant pas Riva, il met ses prothèses avant de défoncer la porte des toilettes avec une batte de cricket. Il affirme l'avoir ensuite trouvée inconsciente. Il la transporte au rez-de-chaussée où elle meurt dans ses bras. Le procureur avait requis 10 ans de prison ferme contre le champion à l'issue d'un procès fleuve de près de 8 mois qui avait passionné l'Afrique du Sud et le monde entier. 3 des candidats engagés dans la primaire de New York mardi 19 avril ont des liens avec la grosse pomme. Sont-ils pour autant de vrais New-Yorkais? Est-ce finalement vraiment important? Plus de détails dans cet élément. Steve Slavin se remémore son enfance à Brooklyn avec un certain Bernie Sanders. C'est dans cet immeuble qu'il a grandi, depuis tout bébé jusqu'à ses 18 ans. Tous les deux membres de l'équipe d'athlétisme du lycée, les deux adolescents deviennent amis et même colocataires pour leur première année à l'université. La dernière de Bernie à Brooklyn. Il avait déjà été accepté à l'université de Chicago, mais puisque sa mère était malade, il a décidé de rester à Brooklyn pour sa première année à l'université. À la fin de l'année, sa mère est décédée, alors il est parti à Chicago. Bernie Sanders n'est plus revenu, installé finalement dans le Vermont où il mènera sa carrière politique. Cela n'empêche pas son QG de Brooklyn, 50 ans plus tard, de mettre en avant ses origines new-yorkaises. Mais Bernie n'est pas le seul à revendiquer un lien avec New York. Son adversaire démocrate, Hillary Clinton, y a déménagé en 1999 en espérant un siège de sénateur qu'elle obtiendra 1 an plus tard. Un choix judicieux pour cet expert politique. Elle est venue à New York pour devenir sénatrice. Elle se voyait davantage associée à New York qu'à d'autres endroits des États-Unis. New York l'a adoptée et elle a gagné. À New York, impossible de passer à côté de Donald Trump. Il a grandi ici, dans cette luxueuse villa de Queens, et est à New York chez lui. Il y fait prospérer l'empire de son père et y appose même l'empreinte de ses gratte-ciels. Son image de star new-yorkaise lui vaut aussi des critiques. Les minorités, nombreuses à New York, se mobilisent à chacune de ses sorties polémiques et l'un des plus gros tabloïds de la ville lui tourne le dos. Mais il reste populaire parmi les électeurs républicains, surtout plus au nord de l'État, une région bien moins favorisée. En tant que New-Yorkais, je l'ai toujours connu. J'ai grandi avec tous ces politiques qui nous promettaient par exemple un nouveau parc, mais qui ne faisaient jamais rien. Trump, lui, il disait « je m'en occupe » et en 2 mois, le parc était fini. Il nous faut quelqu'un qui réfléchit comme un homme d'affaires, quelqu'un qui n'est pas pieds et poings lié à des intérêts politiques. Ted Cruz, lui, est presque certain de faire un mauvais score après ses critiques contre ce qu'il appelle les valeurs new-yorkaises, les opposants aux valeurs républicaines. Des propos que le sénateur du Texas pourrait regretter à l'heure où se tient une primaire new-yorkaise fortement pourvue en délégués. Entamons le chapitre économique à présent. Christine Lagarde, directrice du FMI, lors de sa réunion de printemps, a demandé aux États de mener des politiques budgétaires favorables à la croissance. Pour elle, les réformes structurelles doivent accompagner les politiques de soutien à la demande. Lors de sa réunion de printemps, le Fonds monétaire international a appelé les États à mener des politiques budgétaires favorables à la croissance.
La reprise économique est fragile. Des réformes structurelles doivent accompagner les politiques de soutien à la demande, ajoute l'institution. L'Europe bénéficiera de la main-d'œuvre des migrants, notamment syriens, d'après la vice-présidente de la Commission européenne, Kristalina Georgieva. D'après les estimations de la Commission, entre cette année et l'année prochaine, nous devrions assister à une accélération du PIB de l'ordre de 0,2 ou 0,3% en Europe et atteindre une croissance d'environ 2%, ce qui n'est pas négligeable. La résistance des banques est en progression, mais il y a de nouveaux risques, comme la chute des cours du pétrole et des denrées alimentaires. Le Brexit ou encore le réchauffement climatique, prévient le président de la Banque européenne d'investissement. Le changement climatique en cours va accroître les flux de réfugiés ou au moins de migrants, affirme Werner Hoyer. Tout le monde n'est pas conscient de cette vue d'ensemble, donc une telle conférence fait vraiment ouvrir les yeux. La coopération entre les banques multilatérales et les Nations Unies s'est considérablement intensifiée. C'est ici que s'achève ce journal. Nous avons pris plaisir à vous le présenter et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur la chaîne qui bénit. À bientôt.